Ce soir au téléjournal, entre 76 et 8 390 cas par jour. L'Autorité de la santé présente 4 scénarios basés sur l'application des mesures annoncées ces derniers jours par les Saskatchewanais. Address this current peak and go back to either a slow burn, low flat curve, or peaks and troughs that are more manageable and don't. Une culture toxique, homophobe et misogyne au sein de la GRC, c'est le constat dévastateur de l'ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache. Il n'y a personne qui devrait travailler dans un milieu où ils sont assujettis à ces genres de pression, d'harcèlement et de pire. Et la députée fédérale Emmanuela Lambropoulos, qui a mis en doute le déclin du français, quitte le comité des langues officielles. Soyez assurés que je ferai tout pour arrêter le déclin de la langue française au Québec, tout en protégeant les droits de la communauté anglophone. Mesdames, Messieurs, bon jeudi. Après l'annonce des mesures pour freiner la propagation de la COVID-19, voilà que l'Autorité de la santé a présenté aujourd'hui 4 scénarios qui sont basés sur votre comportement. À quel point les Saskatchewanais vont respecter le port du masque, par exemple. Et les chiffres sont assez impressionnants. On va en parler avec Geneviève Patterson à Saskatoon. Geneviève, dans ces modèles, on pourrait en fait aller de 76 cas par jour à plus de 8000 cas. C'est pas rien. Et c'est le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahad, qui a présenté ses projections pour les 6 prochains mois. Et selon lui, avec les directives annoncées ces derniers jours, si celles-ci sont respectées, par exemple, à 60 pour le port du masque ou encore à 20 pour les rassemblements privés de 5 personnes maximum, eh bien, le scénario optimiste prévoit un peu plus de 4 800 cas pour les 6 prochains mois. Par contre, si ces règles ne sont pas respectées, dans le pire des scénarios, le nombre de cas pourrait atteindre près de 470 000 cas pour les 6 prochains mois. Mais ce qui est crucial, ce sont les 2 prochaines semaines. Le docteur Shahab demande aux Saskatchewanais d'agir maintenant et de respecter les directives, car il craint que le nombre de cas ne continue à augmenter rapidement. On l'écoute à ce sujet. Really want to level off at less than 200 cases a day, but if we were not to do anything, we can see that it's trending up to, in a week or two, to 600 cases a day or 1,000 cases a day. And, we definitely don't want to go there. De son côté, le ministre de la Santé, Paul Merriman, affirme qu'un cas actif a en moyenne 11 contacts proches, ce qui rend difficile le traçage de ces contacts. Il a également affirmé que lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 sera disponible, la Saskatchewan en recevra en moyenne, les 180 000 premières doses. Celles-ci devraient d'abord être distribuées aux personnes âgées puis aux travailleurs de la santé. Et ces scénarios ne rassurent tout de même pas les médecins de la Saskatchewan. L'épidémiologiste de l'Université de la Saskatchewan. Oui, alors l'épidémiologiste de la Saskatchewan, oui, voilà, Nazim Mouaradjine, il pense que les projections restent un outil intéressant mais complexe. Il note que de nombreuses données entrent en ligne de compte et que c'est l'ensemble des mesures qui sont importantes à prendre en considération et puis que toutes ne sont tout simplement pas disponibles en ce moment. Celles d'aujourd'hui, les données d'aujourd'hui seront disponibles dans plusieurs semaines. Elles seront disponibles plus tard. Donc, selon lui, les projections ne correspondent pas à la réalité. Et il nous rappelle que si la population ne fait rien pour agir, eh bien, le nombre de décès et de cas pourra augmenter. Il pense que, par exemple, un confinement sera nécessaire pour endiguer la propagation de la COVID-19. I think that enough people are saying that a circuit breaker type of a stay-at-home or order or lockdown measure can save lives. Even if it saves 1 or 2 lives, I would say it is worth it.
En terminant, il y a des chercheurs de l'Université de la Saskatchewan qui ont étudié les eaux usées de Saskatoon et qui remarquent la présence du virus à l'intérieur de ces eaux usées. Cette présence a augmenté au cours des dernières semaines. Alors, cette équipe s'attend à plus de détails. Merci beaucoup, Amélia. Bonne soirée. Bonne soirée. Regardons maintenant les chiffres ensemble. Nous avons aujourd'hui 98 nouveaux cas, dont 25 qui sont à Regina et 14 dans le centre-sud de la province. 2066 cas sont actifs. Et pour vous donner un peu une idée de la répartition de ces cas actifs, il y en a 235 dans le centre-nord de la province. 600 à Saskatoon, c'est vraiment l'épicentre de la COVID-19 en ce moment, et 379 à Regina. Ce sont les régions donc les plus touchées. 83 personnes sont à l'hôpital, dont 21 aux soins intensifs. Et à l'échelle du Canada, nous avons plus de 4000 nouveaux cas de coronavirus, ce qui fait que les cas actifs ont bondi à 51 946. Plus de 250 Canadiens ont guéri du virus, 250 000 devrais-je dire, et 11 264 en sont morts. C'est 78 de plus qu'hier. Maintenant, la Gendarmerie royale du Canada est à la fois misogyne et homophobe. C'est le constat dévastateur d'un évaluateur indépendant. Son rapport qui porte sur les effets dévastateurs du harcèlement sexuel subi par les femmes au sein de la GRC démontre vraiment que cette culture, elle est présente partout au Canada. Nicolas Steinbach. Agression et viol, attouchement non sollicité, représailles, absence ou quasi-absence de conséquences pour un collègue reconnu coupable de harcèlement. Tel est le sort qu'ont connu des milliers de femmes au sein de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis fâchée, je suis frustrée, je suis triste, furieuse. Je suis très, très désolée que ça s'est passé. Brenda Lecky, première femme à être nommée de façon permanente à la tête de la GRC, admet avoir eu de la difficulté à lire le rapport de plus de 150 pages intitulé « Rêve brisé, vie brisée ». L'évaluateur indépendant Michel Bastarache a recueilli plus de 3000 témoignages, des centaines d'entrevues qui font état du harcèlement et de la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle à la GRC de 1974 à 2017. Ces histoires-là ne peuvent pas être laissées sans faire des changements nécessaires dans la GRC. L'ex-juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, dénonce un processus qui est conçu pour protéger l'agresseur et non la victime. Les personnes, dit-il, qui ont été reconnues coupables de harcèlement sont soit laissées à leur poste ou pire, mutées ailleurs, dans un endroit où les gens ne savent pas ce qu'elles ont fait. Lorsqu'elles reçoivent des sanctions en dehors d'une perte de salaire ou de vacances, 90% d'entre elles ne font pas l'objet d'un suivi. Il n'y a personne qui devrait travailler dans un milieu où ils sont assujettis à ces genres de pression, d'harcèlement et de pire. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à réformer la GRC. Michel Bastarache fait 52 recommandations, dit avoir la conviction ferme que la GRC doit procéder de manière urgente à un examen externe, indépendant et approfondi en vue d'une restructuration. Il faut qu'il y ait un changement de culture qui se fasse à la GRC. C'est dans le mandat de la commissaire Lecky. Maintenant, pour nous, à Sécurité publique, avec le ministre et comme gouvernement, c'est d'accompagner la commissaire pour qu'elle puisse prendre vie ces recommandations-là le plus rapidement possible. Consciente que la confiance doit être rétablie et la dénonciation encouragée, la commissaire de la GRC a annoncé la création d'un nouveau centre indépendant de l'organisation pour répondre aux plaintes de harcèlement. Le centre débutera ses activités au cours de l'été 2021. Je voudrais que d'autres femmes, des jeunes femmes, rentrent dans la GRC. Je ne veux pas qu'ils vont être découragés de rentrer dans la GRC. Et aux agresseurs, Ottawa fait cette mise en garde. Que c'est tolérance zéro, qu'ils doivent et qu'ils seront, et c'est notre objectif, tenus responsables. Et il faut aussi créer un environnement pour que les victimes se sentent à l'aise de dénoncer. Michel Bastarache a approuvé 2304 réclamations du recours collectif pour un total de 125 millions de dollars versés aux victimes en indemnisation. Ici Nicolas Steinbach, Radio-Canada, à Moncton.
La députée libérale qui avait déclaré qu'elle ne croyait tout simplement pas au déclin du français au Québec, eh bien, elle a annoncé qu'elle va quitter le comité des langues officielles. Manuela Lambropoulos a fait cette annonce cet après-midi et son doute sur le déclin du français remet encore une fois de l'avant une question. Le gouvernement Trudeau en fait-il assez pour protéger le fait français? Juliane Lapointe. Honorable ministre. Une autre journée houleuse à Ottawa. On n'a aucune leçon à recevoir des conservateurs qui ont coupé dans Radio-Canada, qui ont poursuivi les francophones en cours, qui laissent les provinces couper dans les systèmes francophones, Monsieur le Président. On va baisser le ton parce que j'ai l'impression qu'il va exploser le leader des libéraux. Pour calmer le jeu, après des jours de controverses, Emmanuela Lambropoulos annonce qu'elle n'a plus sa place au comité sur les langues officielles. J'aimerais aujourd'hui vous informer, Monsieur le Président, de ma volonté de quitter mes fonctions au sein de ce comité. Cette fois, elle pèse ses mots, presque une semaine après avoir mis son parti dans l'embarras. En comité, elle demandait au commissaire aux langues officielles des preuves du supposé déclin du français au Québec sur un ton qu'elle décrit maintenant insensible et maladroit. Les partis d'opposition croient que derrière ces déclarations se cache un malaise encore plus profond au sein du Parti libéral. Mais il y a beaucoup aussi de libéraux pour lesquels le français, qui recule ou qui recule pas, c'est quelque chose d'achalant. Le Bloc québécois estime que si le gouvernement Trudeau défend sincèrement le français, il doit poser un geste concret, comme appuyer sa proposition à la Chambre des communes. Si les libéraux et les conservateurs trouvent que c'est une idée qui est valable parce qu'ils reconnaissent que le français est l'objet d'un recul et d'une menace, bien, ils vont voter en faveur de cette loi-là. Sans prendre d'engagement précis, le premier ministre répète qu'il est primordial pour son parti de protéger la francophonie. Nous allons toujours défendre nos deux langues officielles. Nous allons toujours défendre le fait français partout au pays, incluant au Québec. Pour le Parti conservateur, les libéraux ont déjà prouvé que le français n'est pas une priorité. Leur engagement de moderniser la loi sur les langues officielles se fait toujours attendre. Les consultations ont été faites, le Sénat a déposé son rapport, le commissaire aux langues officielles a fait son travail, donc il n'y a plus rien qui justifie que le projet ne soit pas déposé à la Chambre des communes. Le gouvernement Trudeau tarde à donner une indication claire quant au moment où le projet de loi sur les langues officielles sera déposé. En contexte de gouvernement minoritaire, les organismes francophones de partout au pays qui réclament ces changements depuis des années commencent à s'impatienter. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Et Blaine Higgs dit non à un comité permanent sur les langues officielles à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. On en parle dans quelques minutes. On retrouvera le soleil demain en fin de matinée, mais il faudra clairement s'habiller chaudement. Je vous donne tous les détails un peu plus tard dans le bulletin. Continuons à parler de français. Il n'y aura pas de comité permanent sur les langues officielles à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Blaine Higgs a rejeté l'idée, avancée depuis quand même 2 ans par le Parti vert et soutenue par les libéraux. Michel Corriveau. Dans sa réplique au discours du trône, le chef libéral par intérim est revenu à la charge avec l'idée d'un comité permanent sur les langues officielles. Nous demandons instamment au gouvernement Higgs de mettre en place un tel comité et de permettre aux membres de tenir des audiences publiques sur la loi des langues officielles. Mais le premier ministre rejette l'idée. Ce n'est pas quelque chose que je considère, a-t-il répondu. C'est une manque de volonté totale de sa part et c'est un manque de sensibilité et une mauvaise compréhension de l'importance de l'enjeu. Selon lui, ce comité aurait pu mener les consultations publiques sur la révision obligatoire de la loi sur les langues officielles, mais son rôle serait allé bien au-delà de cette révision. Un comité aurait comme effet d'avoir cette ouverture ou cette discussion ouverte pour qu'on puisse parler des langues officielles de façon constante et non seulement lorsque les tensions sont hautes ou lorsque vient le temps de la révision obligatoire de la loi. Il estime que le premier ministre laisse passer une occasion de bâtir des ponts avec la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Ça fait plusieurs fois que j'ai eu le temps la main, mais là, ça commence à un moment donné, il va falloir mettre une limite à quelque part.
On ignore si les audiences sur la révision de la loi se feront à huis clos, comme cela avait été le cas sous le gouvernement conservateur de David Alward, ou si elles seront publiques, comme plusieurs le demandent. We have meetings on that, today and next week, to meet certainly the time schedule for the review in 2021. Des rendez-vous ont lieu aujourd'hui et la semaine prochaine, précise-t-il, justement pour planifier les travaux de révision qui se tiendront en 2021. Mais déjà, plusieurs craignent que le gouvernement Higgs n'ouvre la porte à des reculs en matière de droit linguistique. Ici Michel Corriveau, Radio-Canada, Fredericton. Mike Pompeo est devenu aujourd'hui le premier secrétaire d'État américain à se rendre dans une colonie israélienne de Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont rapidement condamné cette visite du chef de la diplomatie américaine. Plus de 450 000 Israéliens habitent dans cette colonie en Cisjordanie où vivent environ 2 800 000 Palestiniens. Ces colonies, d'ailleurs, sont jugées illégales par le droit international. Nathalie Cloutier. Mike Pompeo, entouré d'une solide garde armée, s'est rendu dans un vignoble appartenant à un colon israélien en Cisjordanie. Pour l'occasion, le vigneron a ouvert une bouteille de son vin baptisé Pompeo et qui, souligne-t-il, a été produit légalement. Il fait référence à la campagne BDS pour boycott, désinvestissement et sanctions lancée dans plusieurs pays contre le gouvernement israélien pour dénoncer la colonisation israélienne dans les territoires occupés. Mike Pompeo juge cette campagne antisémite. Il a annoncé que les États-Unis allaient désormais étiqueter les produits fabriqués dans les colonies comme provenant d'Israël. During the Trump administration, America stands with Israel like never before. Mike Pompeo rappelle que le président sortant a déjà reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, approuvé la souveraineté de l'État hébreu sur la partie du Golan arrachée à la Syrie en 1967 et soutenu la colonisation en Cisjordanie. Pourtant, le droit international juge illégales ces colonies où vivent près de 450 000 Israéliens. Thanks to your tremendous efforts to carry out President Trump's maximum pressure campaign, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a remercié Mike Pompeo de poursuivre la campagne de pression initiée par Donald Trump. La visite du secrétaire d'État américain a soulevé la colère des Palestiniens. Ce qu'il est en train de faire viole toutes les lois internationales, dit ce porte-parole du Front de libération de la Palestine. Ici Nathalie Cloutier, Radio-Canada, Montréal. L'Italie a été le premier pays occidental à subir les ravages de la COVID-19 en février dernier. Et voilà que la péninsule est à nouveau déstabilisée par la deuxième vague. Le bilan tragique continue de s'alourdir, plus de 47 000 morts. Et avec les nouveaux cas qui se maintiennent au-delà des 30 000 par jour, le système de santé, lui, déjà fragile, est en train de craquer. Marie-Ève Bédard. La scène est extraordinaire. Des patients en détresse respiratoire traités à bord de leur propre voiture. Un service au volant forcé. Les urgences de l'hôpital Cotugno de Naples n'ont plus de place à l'intérieur. Siamo pieni, come ben potete vedere ci sono qualche macchina in fila. Siamo in attesa che si liberi qualche posto o all'interno dell'ospedale o in qualche altro ospedale nelle vicinanze, così possiamo trasferire e far entrare le persone. Cet homme fait les 100 pas depuis près de 2 heures pendant que son frère, endormi dans la voiture, reçoit de l'oxygène. Il vient vers notre caméra, forcé à l'écart, visiblement troublé par la situation. Siamo tutti preoccupati. E niente, che stiamo aspettando? Ci stanno facendo tutto. De temps en temps, du personnel médical vient relever le niveau d'oxygène des patients et repart. Lui restera comme ça pendant plus de 6 heures auprès de son frère malade. A-t-il peur? Chi è che non ce l'ha? Dipende da loro. Quello che dicono, quello facciamo. Siamo nelle mani del Signore. Si l'image qu'offre l'hôpital de Cotugno est déroutante, c'est cette vidéo qui a choqué le pays tout entier la semaine dernière. Dans les toilettes de l'urgence du plus grand hôpital de Naples, un patient a filmé cet homme de 84 ans, jonché au sol, mort. Rosario Lamonica est l'auteur de la vidéo. Il était aux urgences de l'hôpital Cardarelli, lui-même atteint de la COVID. Vers 2 heures du matin, une personne âgée est sortie de son lit. L'homme avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. Je lui ai dit de s'asseoir sur le lit. Après une demi-heure, il n'en pouvait plus d'attendre.
Il s'est rendu dans la salle de bain, est entré et fait ce qu'il avait à faire. Après 5 minutes, j'ai ouvert la porte. Il était toujours assis dans la salle de bain. Après 7 minutes, j'ai vérifié à nouveau et il était par terre, étendu avec sa tête près de la porte et ses pieds vers l'évier. Personne pour m'aider. Les médecins n'étaient pas là. Juste les gardiens de sécurité qui disaient « Attendez les médecins ». Comme ils ne m'aidaient pas, j'ai pris le téléphone et j'ai fait la vidéo pour ma femme à l'extérieur. La publication des images qu'il a filmées a déclenché une enquête du procureur national qui doit déterminer si l'hôpital a fait preuve de négligence. L'administration du centre hospitalier n'a pas voulu commenter avant la conclusion de l'enquête. Toutes nos demandes d'accès aux hôpitaux de Naples ont été refusées par l'autorité régionale de la santé. Le personnel médical a aussi été avisé par écrit qu'il n'était en aucun cas autorisé à parler de la pandémie et de la situation dans les hôpitaux. L'un des principaux syndicats de médecins nous a remis des images filmées par certains de leurs membres dans les services COVID. On y voit des salles de soins débordées de patients, des corridors où le matériel et les déchets s'accumulent, parfois même tout près de ces patients. Ci dà un senso di impotenza. Un grande senso di impotenza e di tristezza. Cela nous donne un sentiment d'impuissance, un grand sentiment d'impuissance et de tristesse, car cela vous fait comprendre que malheureusement, le rêve que vous aviez d'aider les gens se heurte souvent au mur de la politique. Le maire de Naples accuse le gouverneur de la région de vouloir cacher la gravité de la crise sanitaire et des failles du système hospitalier. Si vous regardez les bulletins officiels, chaque jour, il semble y avoir un grand nombre de lits d'hôpitaux des soins intensifs et que seulement un tiers des lits sont occupés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cela signifie qu'ils jouent aussi sur les données. Ils mettent des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, ils parlent de numéros pour un lit qui peut être activé, qui n'est pas un lit réel, ou parce qu'il n'y a peut-être pas encore de ventilateur connecté, ou parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste, d'infirmière ou de réanimateur. On peut aussi avoir un lit, mais si on n'a pas de médecin, on n'en a pas vraiment. Molta gente hanno paura, ma hanno paura veramente. Si mettono paura, se muoiono 10 di loro. Beaucoup de gens ont vraiment peur maintenant. Si 10 personnes meurent, ils ne le disent même pas aux membres des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'osent pas aller contre la volonté de l'État, contre les médecins, contre les gouverneurs. Ils ne veulent pas d'ennui. Je dis qu'il faut se rebeller gentiment, faire une révolte, dire « Aidez-nous, nous pouvons être sauvés ». Une majorité d'Italiens le croient. Les mesures sanitaires adoptées ne suffisent pas. La Campanie a été déclarée zone rouge ce dimanche, comme les 3/4 de l'Italie. Le travail se poursuit, mais les commerces non essentiels sont fermés. Malgré les pressions des médecins et du ministre de la Santé, le président Giuseppe Conte résiste toujours à l'idée d'un confinement national généralisé. Anne-Julie, la neige devrait cesser sous peu dans la province et ce sera quand même calme pour le reste de la soirée et aussi de la nuit. Eh bien oui, en fait, les précipitations de neige qui devraient débuter qui devraient cesser, dans les alentours de 21h et après ça, ça sera assez froid quand même. En fait, c'est surtout ça qui retient mon attention, Amélia, les températures qui seront fraîches. Si on regarde d'abord pour les secteurs au nord, on est largement sous les normales de saison. Et peut-être certains d'entre vous, vous dites, ben Anne-Julie, nous, on dort la nuit, donc ça ne nous dérange pas nécessairement quand c'est froid. Vous avez raison, mais aussi, ça fait en sorte qu'on a des matins très, très frais, très froids même, et ça peut être même difficile de partir la voiture, de mettre la voiture en marche. Donc, on aura des minimums entre moins 17 et moins 19 degrés. Pour les secteurs du sud, maintenant, eh bien, c'est un peu un scénario qui est similaire. Ça reste froid, mais on est plus près des normales de saison. On peut voir qu'on a quelques nuages dans le ciel. Maintenant, pour demain, eh bien, on va perdre quelques degrés au thermomètre. Ça va être certainement
plus frais quand même comme journée. En fait, on va perdre environ 5 degrés au thermomètre pour la métropole. On aura des maximums dans les alentours de moins 13, moins 14. Maintenant, demain, eh bien, peut-être un peu plus de nuages en début de journée. Comme on peut voir, ce sera un ciel variable très tôt le matin, mais ça va se dégager, donc on verra le soleil en après-midi. Donc, quand même, un beau vendredi en perspective. Je le rappelle, quand même assez froid pour demain matin. On aura des vents très faibles de 15 km à l'heure. On aura 5 degrés en moins pour Saskatoon avec moins 13 degrés. Si on regarde maintenant pour les secteurs du sud-ouest de la province, eh bien, ça va se dégager tard en matinée à Swift Current, peut-être dans les alentours de midi pour Moose Jaw. Dans le nord, maintenant, eh bien, on aura une alternance de soleil et de nuages en matinée à North Battleford, moins 13 degrés au mercure. Et à plus long terme maintenant, eh bien, on a un très beau week-end en perspective, comme on peut le voir, du soleil samedi et pour dimanche. Et puis, bon, ça va se réchauffer quelque peu dans les prochains jours. Merci, Anne-Julie. Merci, au revoir. Et je voulais prendre le temps de vous remercier de votre confiance et d'avoir été à mes côtés depuis plusieurs mois et surtout depuis le tout début de la pandémie. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous accompagne chaque soir à travers les nouvelles qui marquent l'actualité de chez nous, mais aussi partout au pays et partout à travers le monde, bien sûr. Et le temps de quelques semaines, je vais prendre du temps avec les miens et ce sera mon collègue et ami Romain Chauvet qui va prendre le relais pendant le prochain mois. Ici, Amelia McCauer, encore une fois, merci beaucoup à chacun d'entre vous et bien, on se dit à bientôt. Bonne soirée.